Bonjour tout le monde, Philippe Roberge, courtier Via Capital avec vous aujourd'hui. Caroline Roberge, courtier également pour Via Capital. Bienvenue à ce deuxième épisode du podcast des Roberges. Donc, vous avez compris la dernière fois, à chaque mois, on va recevoir un invité qui gravite de près ou de loin autour de tout ce qui est une transaction immobilière afin que vous puissiez retenir des bonnes informations pertinentes pour vous aider autant dans l'achat d'une maison que la vente. Aujourd'hui, on vous l'a dit l'épisode dernier, on a un invité, encore une fois, de marque avec nous. C'est un arpenteur géomètre. Il va nous expliquer un peu plus son rôle, ce qu'il peut faire pour vous concrètement dans une transaction immobilière. On reçoit Vincent McCormack aujourd'hui. Salut Vincent. Bonjour Philippe. Merci d'être là avec nous. Bonjour Vincent, pour moi. merci d'être là. Un samedi matin à 9h. Oh yes! Alors, sans plus attendre, je vais te poser les questions qui te sont le plus fréquemment posées. L'entrevue va se dérouler un peu comme celle précédemment. Donc, première question, tout d'abord, à quoi ça sert le certificat de localisation? En fait, historiquement, les arpenteurs géomètres ont toujours été là pour sécuriser des droits. Un petit peu d'histoire, le premier arpenteur géomètre au Québec était Samuel de Champlain. Peu de gens savent qu'on est un des premiers ordres professionnels, sinon le premier ordre professionnel au Québec. Et l'intention derrière ça, c'est qu'évidemment, à partir du moment où tu veux que les gens s'investissent sur un territoire donné, qui développent des terrains, qui défrichent des terres, qui s'investissent autant en termes d'efforts, de temps et en argent, bien évidemment, il faut que leurs droits soient sécurisés. Il ne faut pas qu'il y ait un usurpateur qui se prétende propriétaire, qui soit capable de déposséder un propriétaire de son terrain. Donc, la notion de droit de propriété a énormément d'importance dans le développement d'une région, d'un pays, dans le développement économique. Donc, historiquement, l'intervention de l'arpenteur géomètre a toujours été là pour sécuriser les gens qui ont un lien avec l'immobilier, donc un lien avec la parcelle de terrain où ils vont travailler, où ils vont s'investir. Donc, le certificat de localisation, c'est dans cette lignée-là. Le but du certificat de localisation, c'est de sécuriser la transaction. Donc, c'est un outil de gestion de risque, comme d'autres, au même titre que l'inspecteur en bâtiment est là pour sécuriser la transaction puis minimiser le risque d'avoir des mauvaises surprises. L'intervention de l'arpenteur géomètre, c'est sensiblement la même chose. Au lieu, puis je donne souvent le parallèle avec un inspecteur en bâtiment parce que c'est très concret de la brique, des fondations, de la tuyauterie. Les gens comprennent bien. Est-ce que c'est dans un bon état? Oui, j'aurais pas de problème. Non. Bien, quels seraient les problèmes que je pourrais avoir en lien avec ça? Le certificat de localisation, c'est dans la même logique. Sinon qu'au lieu de faire une inspection de la santé physique de l'immeuble, ça se trouve à être une inspection de la santé juridique de l'immeuble. Donc, mais c'est des rôles qui, à la limite, se ressemblent. C'est très important, là, le certificat. Là, c'est capital d'avoir son certificat. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, au-delà du terrain, la conformité des éléments qui se retrouvent dessus peut fortement impacter la valeur de la propriété. L'exemple le plus typique, heureusement peu fréquent, mais quand même que j'ai déjà vu dans ma pratique, quelqu'un qui agrandirait sa maison, pas de permis de construction, et que son agrandissement s'avérait non conforme, bien, si la maison se vend 350 000, mais qu'il y a pour 50 000 d'agrandissement qui est à risque de recevoir un avis d'infraction, elle vaut pas 350, elle vaut probablement plus autour de 300 parce qu'elle a un risque à 50 000 qui plane au-dessus de la tête. Donc, c'est là où on intervient parce que dans une transaction immobilière, il y a principalement deux parties qui ont besoin d'être sécurisées. L'acheteur, qui très souvent est un peu moins au courant de ce qui est à risque, mais il retient les services d'un professionnel qui est son notaire. Et le notaire, lui, veut avoir un certificat de localisation pour circonscrire le risque de son acheteur qui va investir quand même une somme considérable. Et l'autre qui a besoin d'être sécurisé, c'est évidemment le créancier hypothécaire. Parce qu'il se dit, si je prête 300 000, je veux pas apprendre au moment où je ferai une reprise pour les quelques rares fois que ça arrive, mais ça peut arriver. Je voudrais pas revendre ma maison 50 000 de moins que le montant que j'ai financé. Et donc, c'est pour ça ça sécurise la transaction. Assurément, en fait, assurément. Donc, que ce soit au début de la pratique de l'arpenteur géomètre jusqu'à aujourd'hui,
Notre rôle principal, c'est de s'assurer que les gens qui gravitent autour de l'immobilier et qui retiennent nos services, bien, les éléments qui nous concernent soient faits en toute sécurité. Dis-moi si j'ai bien compris. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut... toi, ta job, c'est de circonscrire dans le fond, l'état juridique de l'immeuble que quelqu'un souhaite acheter. Puis, en fait, on minimise les risques parce que tu fais état de... En fait, tu mets de la conscience sur c'est quoi concrètement que tu es en train d'acheter. Y a-t-il un risque qui plane ou pas? Puis ensuite, l'acheteur, quand il passe chez le notaire, ben finalement, il agit en pleine connaissance de cause de « je suis en train d'acheter quoi ». Puis en même temps, ça se répercute même dans notre ouvrage à nous parce que on est capable de dire, ben là, ton bien, s'il y a un problème X, il en vaut plus 350, comme tu disais, il va en valoir 300 maintenant. Fait que ça impacte même sur la négociation à la limite parce que tu es en train de dire, c'est quoi là, cet immeuble-là qu'on est en train d'acheter? Là? En fait, les propriétés sont encadrées par beaucoup de lois et règlements, que ce soit évidemment les plus connus, c'est le règlement de zonage, mais il va avoir la loi sur la protection du territoire agricole, il va avoir la loi sur la protection des biens culturels, il va avoir, le Code civil, évidemment, il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments en lien avec le droit de propriété qui réfèrent au Code civil, et ça se trouve être finalement un examen de la santé juridique par rapport aux différentes lois et règlements qui affectent le droit de propriété et s'assurer est-ce qu'on a une propriété qui a une bonne santé juridique, ce qui ne sous-entend pas qu'on ne trouvera rien. On peut trouver des éléments, mais qui ont un faible impact sur le risque transactionnel. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, autant l'acheteur va être informé, oui, d'éléments qui peuvent être significatifs, mais il va être aussi informé de plein de petites choses qui ne sont pas particulièrement dangereuses, mais au moins, il le saura. Puis ça lui permet pour la suite, des fois, de prendre action. Là. Par exemple, s'il y a un tout petit empiètement exercé contre sa propriété, on n'est pas en train de parler d'un risque transactionnel à 50 000. Par contre, s'il se doit de réinstaller sa clôture parce qu'elle arrive à sa fin de vie utile dans quelques années, bien, s'il n'y a pas un document qui l'informe qu'elle empiète légèrement chez le voisin, probablement que le réflexe va être de la réinstaller exactement au même endroit. Or, s'il y a un document qui dit il y a un petit empiètement à cet endroit-là, ça permet de prendre action au fur et à mesure qu'il doit apporter des modifications sur sa propriété. OK. Puis pourquoi que mon vieux certificat, il est plus bon? C'est pourquoi il faut le refaire faire? En fait, en lien avec ce que je viens de vous décrire, le but du certificat de localisation, c'est de gérer un risque transactionnel. Et donc, il est bon tant et aussi longtemps que les intervenants qui l'utilisent en ont encore confiance. Je parlais du notaire, je parlais du créancier hypothécaire, et donc, on parle souvent du fameux délai de 5 ans ou 10 ans. C'est pas des délais qui sont coulés dans le béton, c'est plus une règle du pouce qui est reconnue par les gens du milieu. Et donc, le certificat de localisation va être bon tant et aussi longtemps que les intervenants qui l'utilisent en ont encore confiance. Donc, la vraie bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut engendrer une perte de confiance à l'égard du document? Et là, il y a principalement 2 éléments. Évidemment, des modifications physiques. Donc, si quelqu'un s'est rajouté... Piscine, tout ça. Exactement. S'il s'est rajouté une piscine, construit un garage, modification à proximité des limites, ajoute une clôture ou autre, est-ce qu'il y a des empiètements qui ont été générés par ces ajouts-là? Ces modifications physiques-là, l'acheteur et le créancier hypothécaire sont en droit de savoir est-ce que ils sont conformes ou non, soit aux lois et règlements, est-ce qu'ils génèrent des empiètements ou non par rapport aux propriétés voisines. Donc, il y a cet aspect-là. Et l'autre élément, parce que j'ai perdu le fil, peux-tu juste me redonner le... La question? Oui, excuse-moi, Mais dans le fond, c'était quel problème qu'on pouvait rencontrer sur les certificats de localisation? Non, pourquoi mon vieux est plus bon? Excusez. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, les modifications physiques... Je m'excuse, c'est ça. C'est le samedi matin. Les modifications physiques. Et l'autre élément, et ça, c'est probablement le plus méconnu. Dans les contrats de courtage, c'est mentionné qu'un certificat de localisation décrivant l'état actuel sera fourni. Mais un état, ça peut être autant physique que juridique. Et donc, très souvent, il y a une confusion. Les gens arrivent avec un document qui va avoir une 12aine d'années, donc quand même relativement âgé, et ils disent « ce que j'ai sur ma propriété, c'est identique à ce qu'il y avait ». Donc, il n'y a pas une modification physique. Par contre, les lois et règlements, eux, évoluent dans le temps. Je pense entre autres au règlement de contrôle intérimaire dans la couronne nord de Québec, où il y a eu beaucoup de modifications réglementaires dans les dernières années pour protéger les prises d'eau potable de la Ville de Québec. Bien, les bassins versants. Exactement. Cette réglementation-là n'existait pas il y a quelques années à peine. Et donc, si on a un document qui a été fait avant l'entrée en vigueur de cette réglementation-là, le document qu'on emmène n'en traite pas.
S'il y a des modifications de zone inondable dans un secteur donné, la rivière Lorette, entre autres, dans le coin de l'ancienne Lorette, ces modifications juridiques-là peuvent évidemment influencer la valeur de la propriété si, parce que la zone inondable est modifiée, on ne peut plus faire ce qu'on aurait eu l'intention de faire, aménager une piscine creusée ou autre à un endroit donné. Oui. Évidemment, l'acheteur et le créancier hypothécaire sont en droit de le savoir et ça peut impacter la valeur. Et donc, l'effet du temps, on revient à la règle du pouce de 5 ou 10 ans, l'effet du temps peut rendre désuet un certificat de localisation, même s'il n'y a pas de changement physique, parce que ce qu'un acheteur, par l'intermédiaire de son notaire, et où le créancier hypothécaire veulent savoir, c'est est-ce que j'achète une propriété qui est conforme aux lois et règlements en vigueur aujourd'hui. On ne peut pas savoir ce qui sera en vigueur dans 10 ans, donc on ne peut pas se prononcer sur ça, mais se prononcer sur ce qui est en vigueur v'là 15 ans, c'est peut-être un peu hasardeux aussi. Donc, au minimum, le savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et là, la fameuse règle de 5 ans, c'est que, c'est doté d'une espèce de règle du pouce pour laquelle il y a une zone de confiance, mais on s'en éloigne au fur et à mesure qu'on tend vers la 10e année d'âge. Et normalement, au-delà de 10 ans, les chances qu'il y ait eu aucun changement, aucun amendement sont extrêmement minces. Donc, il y en a un nouveau qui est demandé dans ces cas-là. OK, je comprends. Donc, pourquoi il est plus bon, c'est la règle du pouce, la temporalité, c'est le fait que c'est la confiance. C'est est-ce que le notaire va être à l'aise de traiter pour son acheteur avec ce document juridique-là? Tout à fait. Également l'institution financière. Puis, généralement, on pense que les règles ont évolué en dedans de 5 ou 10 ans, assez que ça justifie, malgré qu'on n'a pas fait d'autres installations, d'en refaire un. Tout à fait. Et il y a des cas où il faut être un petit peu allumé. Un terrain de banlieue, vraiment à l'intérieur des terres, dans un quartier résidentiel typique, c'est plus facile de flirter proche de la 10e année de vie avec un certificat de localisation. Une propriété qui est directement sur le bord d'un cours d'eau ou sur le bord d'une falaise, dans ces secteurs-là, la réglementation a tendance à s'ajuster beaucoup plus rapidement. Donc, le délai de vie va être plus court dans certains secteurs que je considérerais plus, je dirais, juridiquement évolutifs. Là. Donc, les cours d'eau, les zones inondables. Les belles zones inondables. Puis pourquoi que je dois le faire préparer d'avance, mon certificat, tu sais? En fait, il n'y a pas d'obligation à le faire préparer d'avance, sinon que souvent les gens se disent « je vais attendre d'avoir trouvé mon acheteur, comme ça, je vais payer mon document quand j'aurai touché l'argent de ma vente », ce qui n'est pas une mauvaise réflexion en soi. Puis, par contre, ce que je me plais à dire à mes clients quand ils me posent la question, c'est je vais vous donner aussi l'avantage de le faire préparer d'avance, parce que c'est vrai que d'attendre, il y en a un avantage, on ne peut pas le nier. L'avantage monétaire. L'avantage monétaire du risque d'avoir à payer avant d'avoir touché l'argent de la vente, c'est un avantage qui existe. Mais pour prendre une décision éclairée, il faut connaître aussi tous les avantages. Et ça, c'est le seul qui est souvent connu. Le certificat de localisation, la raison pour laquelle on le fait, on le souhaite pas, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ça se peut qu'on trouve des problématiques particulières. Et très souvent, les problématiques qui valent la peine d'être réglées, le délai de régularisation, c'est rarement en bas de 2 à 3 mois. Quand les gens attendent d'avoir trouvé un acheteur avant de commander le document, dans les cas où il n'y a pas de problème, ça n'aura pas d'impact. Par contre, dans les cas où il y a des problématiques, très souvent, si on a attendu, entre le moment où notre document va être prêt et le moment de la transaction, c'est rare qu'on ait un 2 à 3 mois de marge de manœuvre pour régulariser tout ça. Et donc, ça peut insécuriser l'acheteur qui, lui, peut se prévaloir d'une des clauses que vous avez dans vos contrats avec vendeur-acheteur, qui est, je me souviens bien, l'article 10.5 dans vos contrats de vente, pour lequel, si un acheteur apprenait quelque chose entre le moment où il a signé son offre d'achat et le moment où il passe chez le notaire, il est en droit de se sortir de la transaction. Et donc, c'est une porte de sortie que l'acheteur pourrait se prévaloir et il serait parfaitement dans son droit. Donc, en préparant le document... Ça pourrait faire tomber une vente, là. Donc, faites préparer vos certificats d'avance. Assurément. Et donc, alors qu'à l'inverse, si on a détecté une irrégularité parce qu'on l'a fait préparer d'avance, on a pris à notre charge de le régulariser, on n'avait pas encore d'acheteur au dossier. La journée qu'un acheteur se présente, qui lit le certificat de localisation, évidemment, il va remarquer les éléments qu'on va avoir dénoncés. Mais si parallèlement à ça, on sort le document qui confirme que le problème dénoncé a été régularisé, bien évidemment, c'est extrêmement sécurisant pour un acheteur. Donc, au niveau de la régularisation, il y a un réel avantage. Et au niveau des frais, parce que si l'acheteur l'accepte, sachant que la démarche de régularisation est en cours, ce qui arrive quand même souvent, très souvent, le notaire, comme le problème n'est pas encore réglé,
va demander de prendre une assurance pour protéger son client qui est l'acheteur, qui est l'assurance titre. Oui. Parce qu'il dit, on a trouvé un problème, on est en voie de le régler, mais on ne peut pas garantir que ça va se régler comme on veut que ce soit fait parce qu'on n'a pas encore le papier qui le confirme hors de tout doute. Donc, pour venir encadrer ce risque-là au cas où ce ne soit pas régularisé comme on voudrait que ça le soit, bien, à ce moment-là, il demande au vendeur de payer une assurance qui va protéger l'acheteur de ça. Qui est autour de 300 piastres, je pense, dépendamment des problèmes, les notaires sont mieux informés que moi par rapport à ça, parce que c'est eux qui les prennent. Je dirais, ça va aller en fonction. Ça va aller en fonction du niveau de risque. L'assureur va facturer plus cher si le risque est plus élevé. J'ai en tête entre 300 et 700, là, mais très souvent autour de 300-400. OK. Fait qu'en voulant sauver des sous, en se disant je ne ferai pas faire mon certificat de localisation tout de suite, on peut se ramasser, finalement, être dans une situation, un, déplorable, puis deux, avoir à payer même plus d'argent qu'au départ. Tout à fait. On peut avoir un acheteur insécurisé parce qu'il a été dénoncé, qui négocie un peu plus sur le prix en lien avec ça. Le vendeur est un peu coincé parce qu'il a levé ses conditions sur une propriété sur laquelle il avait fait une offre d'achat. Donc, il se trouve dans une situation où il va accepter davantage la négociation. Il est vulnérable dans son contexte de négociation. Et non seulement il va peut-être jouer un peu au niveau de son prix, mais en plus de ça, il va payer pour une assurance. Et donc, il se retrouve à avoir des coûts il n'y a pas eu d'économie. Donc, une fois que j'ai exposé le pour et le contre, ils font faire d'avance. La plupart du temps, ils font faire d'avance. Mais quand ils choisissent, quand ils mentionnent qu'ils préfèrent attendre, c'est rare qu'ils ont cette préférence-là en toute connaissance de cause. Oui, c'est ça. Quand ils ont toutes les données, c'est sûr qu'ils vont choisir... Exactement. Sauf certains cas où finalement, ils choisissent de répéter. Là, au moins, ils l'auront fait, genre, en toute connaissance de cause, et c'est tout à fait correct. C'est ça. Puis, quel montant ils doivent prévoir environ pour faire leur certificat de localisation? Cet élément-là, c'est un petit peu, je dirais, un peu tricky en bon québécois, dans la mesure où ça va varier d'un mandat à l'autre, parce qu'on parlait tantôt des zones inondables, des secteurs dans la couronne nord de Québec où il y a le règlement de contrôle intérimaire sur les bassins versants. C'est des dossiers qui demandent un petit peu plus de travail, mais disons, les dossiers typiques, l'Ordre des arpenteurs géomètres recommande une tarification à 1 285 plus taxes. Dans la région de Québec, entre 1 000 et 1 400 plus taxes, on est dans cet ordre de grandeur-là pour des dossiers typiques. Et après ça, bien évidemment, la tarification peut être ajustée en fonction de la complexité du mandat. Donc, évidemment, une terre à bois ne sera pas le même prix qu'un bungalow sur un terrain de 8000 pieds carrés. Donc, on travaille à forfait, mais on anticipe quand même les heures que ça va nous prendre pour faire le travail là, avant de formuler notre prix. Puis en parlant d'heures, combien d'heures ça prend du moment où le client vous appelle, vous avez le mandat, vous allez sur place, puis jusqu'à la livraison du certificat, combien de temps ça vous prend environ faire tout ça? Très bonne question. C'est sûr que ça doit dépendre aussi des mandats. Il y en a, comme tu dis, qui étaient plus longs dans la zone inondable ou quoi que ce soit. Mais en général, là... très bonne question. En fait, quand on prend le mandat, entre le moment où on prend le mandat et le moment où on livre le document, qui est le temps absolu, normalement, 3 à 5 semaines, dépendamment des dossiers, de la marge de manœuvre qu'on a dans le temps pour les produire. Très souvent, autour de 4 semaines, le document va être complété. Et le temps qu'on va travailler sur le dossier, c'est beaucoup plus d'heures que ce que les gens pensent. On va travailler entre 15 et 20 heures en moyenne, donc 15-16 heures, 17 heures. Il y a beaucoup d'heures de passer sur ces dossiers-là. Donc, on comprend mieux le prix. Oui, assurément. Quand on sait le nombre d'heures qui est passé sur le dossier. Là. Assurément. Donc, pour payer le personnel, l'équipement qui est de plus en plus sophistiqué, les véhicules pour se déplacer à l'endroit des mandats, évidemment, les assurances professionnelles, les locaux. Bref, on a quand même un coup de temps opérationnel qui est non négligeable. Puis, jumelé à ça, évidemment, nos employés qu'on doit payer pour produire les documents. Donc, souvent, j'entends que c'est trop cher. Et quand on commence à expliquer combien d'heures que ça prend, bien finalement, ça explique pourquoi ça coûte ce prix-là. En bas du 1000 ou du 1200 ou du 1285 recommandé par là, on ne pourrait pas opérer tout simplement. On pourrait quasiment les payer pour le faire. Ben oui, puis on a des obligations qui découlent de notre ordre professionnel. Aussi. Et il faut avoir le budget de les remplir, ces obligations-là. Ce qui fait que les gens, quand ils lisent un document signé par un arpenteur géomètre, un notaire ou autre, c'est parce qu'ils ont confiance que le temps nécessaire pour mener à terme le mandat a été déployé. Et ce temps-là, il faut se donner le budget pour le faire, évidemment. Bien sûr. Puis, toi, ça fait combien de temps que tu pratiques le métier?
Ça, c'est la question qui nous rajeunit pas. En fait, moi, j'ai mon titre d'arpenteur géomètre depuis 2006. J'ai démarré mon bureau avec mon associé à l'époque, avec qui est toujours un confrère au bureau, Claude Burgess. Donc, on avait démarré Arpentage BM en 2007. Nous avons opéré Arpentage BM de 2007 à 2015. Et en 2015, on a rejoint, Claude et moi, GPLC, Arpenteur géomètre, où je suis associé depuis quelques années. Donc, en résumé, je suis arpenteur géomètre depuis, j'ai dit 2006. Oui, 2006, donc depuis 13 ans. OK. Depuis 13 ans déjà. Wow. Tu as une belle expérience, une belle expertise derrière la cravate, comme on dit. Oui, mais en tout cas, du moins, je l'espère, mais on travaille extrêmement fort, justement, pour... on est chanceux au bureau parce qu'on a une clientèle très diversifiée. Je vais faire un petit aparté. Ce qui est connu davantage du grand public, c'est évidemment le certificat de localisation. C'est le document qui est le plus diffusé auprès de monsieur, madame, tout le monde, parce que finalement, c'est pour des transactions résidentielles. Au bureau, actuellement, on a à peu près 75 employés. Et donc, ça nous amène à travailler dans à peu près tout ce qui touche de près ou de loin au domaine de l'arpentage géomètre et de l'arpentage en général. Donc, on a un département qui fait de l'arpentage de construction, donc des projets de voirie, des projets de construction commerciale. On a évidemment un département qui fait beaucoup de projets résidentiels, donc des développements résidentiels, du lotissement, qui est le fer de lance du bureau depuis, je vous dirais, ça a été le core business, en bon français, du bureau depuis sa fondation. Et qui, après ça, s'est grandement diversifié. Beaucoup de projets aussi en copropriété. Des copropriétés d'envergure comme Humania, l'Étoile, Quinton Bull, Grande Allée ou Tandem sur la rue Saint-Jean. C'est le type de projet de tour à condo sur lesquels le bureau a travaillé. Et aussi beaucoup de mandats de conversion en copropriété divise, donc des gens qui sont... Des appartements, mettons, qui transforment en... Oui, mais pas davantage des appartements un peu, mais c'est plus des copropriétaires qui sont dans l'indivision, qui font le choix. Souvent, c'est des petites copropriétés de 3-4 unités et qui font le choix de le convertir en copropriété divise pour différentes raisons, dont, entre autres, ils se disent, bon, ben, on envisage chacun vendre notre unité d'habitation d'ici quelques années. On aimerait élargir notre bassin d'acheteurs potentiels en vendant de l'indivis. Les acheteurs sont obligés de déployer 20 % de mise de fonds parce que c'est pas assuré. Leur prêt au niveau du créancier hypothécaire n'est pas assuré par la SCHL. Quand on réussit à assurer son prêt, 5 % de mise de fonds est suffisant. Et donc, en indivis, c'est pas des prêts qui sont assurables par la SCHL. Et donc, en convertissant l'immeuble en copropriété divise, on rend ça accessible à l'assurance de la SCHL et conséquemment, on vient réduire la mise de fonds minimale à 5 % au lieu de 20 %. Et là, on vient élargir son bassin d'acheteurs potentiels, dont on vient de valoriser potentiellement la vente de notre unité. Ça, on le voit de plus en plus d'ailleurs. Fait que vous faites de tout. On touche à tout. Vous pouvez appeler Vincent pour vos certificats de localisation ou pour toute question. Ça fait le tour de ce qu'on avait à te poser pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ton temps est très Merci Vincent pour ton temps. Un réel plaisir. Merci. Fait que dans la description de la vidéo, vous aurez les informations de Vincent pour le contacter pour vos mandats d'arpentage. Et vous avez les coordonnées à Caroline et moi-même également là, pour nous contacter. Alors, sur ce, on vous dit au mois prochain. Bye bye. On vous retrouve le mois prochain. Salut. Bye. Bye.